Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. C'est un petit coup de pouce de Bruxelles à Paris qui arrive à point nommé. En effet, fin février, la France a obtenu un nouveau délai de 2 ans pour ramener son déficit public sous la barre des 3%. Elle a donc jusqu'à 2017. Un petit répit qui ne va pas sans contrepartie car la Commission européenne exige dès 2015, dès cette année, des économies 3 à 4 milliards d'euros. Voilà pour le contexte. La semaine dernière, la Commission des finances recevait Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne en charge de l'euro. Je vous propose ce matin de revoir cette audition. Vous allez l'entendre, Valdis Dombrovskis salue les efforts engagés par la France et le signal positif que constitue selon lui la loi Macron, mais cela ne va pas assez loin. Il exhorte la France à mener des réformes structurelles robustes selon ses termes. En gros, il passe un peu de pommade à la France avant de lui redresser un peu les bretelles. Je vous laisse découvrir tout de suite cette audition en salle Médicis. Monsieur le vice-président, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui aux côtés du président Bizet, du vice-président de la Commission des finances Charles Guené, du rapporteur général de la Commission des finances Albéric de Montgolfier et de nos collègues, ici au Palais du Luxembourg, pour un échange de vues sur la situation de la zone euro, après l'adoption hier par le Conseil ECOFIN d'une nouvelle recommandation pour la France, dont chacun ici connaît les termes. Votre venue fait suite à l'entretien que j'ai eu avec le président Bizet, c'était le 5 février, avec le président Juncker. Soyez-en remerciés. Elle témoigne de la richesse du dialogue entre nos deux institutions, et je saisis cette occasion pour saluer mes collègues. Michel André a dû nous quitter, mais les représenter ici ô combien. Et, monsieur le vice-président, je crois, comme vous, à l'utilité d'échanges ouverts et sans détour. Les Français sont convaincus de la nécessité de rétablir l'équilibre des comptes publics dans toutes leurs composantes. L'alignement des dépenses publiques à un niveau plus compatible avec la richesse produite sera une composante essentielle de ce rétablissement. Il faudra mettre le cap sur cet objectif qui me semble partagé au-delà des clivages politiques. Cela suppose une démarche résolue, selon un calendrier et des modalités acceptables aussi par le corps social. En 2015, pour la troisième année consécutive, le déficit public se situera au-dessus de 4% du PIB, sans amélioration notable, alors que pratiquement partout ailleurs dans la zone euro on observe des évolutions positives. Ces évolutions résultent dans ces pays de réformes ambitieuses. La France doit s'y atteler, c'est une nécessité. Le Sénat s'est déjà exprimé à ce sujet lors de l'examen à l'automne dernier du budget pour 2015 et de la loi de programmation des finances publiques. Elle continuera de le faire normalement dès le mois prochain à l'occasion du programme de stabilité. La France connaît depuis plusieurs années une croissance faible, entre 2012 et 2014, moins de 0,5% par an, et nous espérons cette année 1%, mais guère plus, d'après les prévisions de vos services, mais sans doute vous aurez l'occasion de le dire à nos collègues. Bien entendu, le contexte international n'a pas aidé, mais indépendamment des facteurs externes, le dynamisme économique est aussi le résultat d'une politique économique adaptée. La responsabilité qui incombe au gouvernement et au Parlement, c'est bien de créer les conditions les plus favorables à l'activité. Un environnement simplifié, des entreprises innovantes, dynamiques et compétitives, une main-d'œuvre bien formée, disponible et mobile, voilà des facteurs de croissance. Et cet après-midi, je recevais une grande confédération patronale et une confédération syndicale pour aborder ces sujets. Dans quelques jours, le Sénat va entamer l'examen du projet de loi pour la croissance et l'activité. Ce texte doit constituer une première étape significative dans les réformes structurelles que notre pays doit mener afin de créer de la croissance et assurer la viabilité du modèle social auquel nous sommes tous très attachés. Moderniser le marché des biens et des services, alléger les obligations des entreprises, fluidifier le marché du travail, tels doivent être les objectifs principaux à atteindre,
et le Sénat partage cette ambition. L'examen par notre Assemblée doit permettre d'enrichir ce texte au service de la croissance et de l'emploi. Mais permettez-moi, Monsieur le vice-président de la Commission européenne, de dire l'importance, et je voulais remercier Jean Bizet et tous les collègues, de la relation que nous devons avoir entre la Commission et les assemblées de chacun des pays qui constituent l'Union européenne et notamment la zone euro en ce qui concerne votre domaine de compétences. Nous avons prévu dans quelque temps de nous rendre aussi à la rencontre du président du Parlement européen. Puis, je le dis à mes collègues, j'ai invité le président Tusk, et j'espère qu'il viendra, et je l'ai invité à s'exprimer devant l'ensemble de notre Assemblée. Je crois que ce sera important. Ça aura lieu sans doute dans quelques semaines ou dans quelques mois, mais il me semble important, et c'est l'esprit aussi du traité de Lisbonne, et c'est l'esprit qui doit être le nôtre, d'affronter les questions européennes, j'allais dire d'une manière ouverte, d'une manière positive, et pas simplement comme on a parfois tendance dans notre pays à le faire, d'une manière qui soit pas trop négative. Voilà pourquoi, mes chers collègues, je tenais vraiment, en remerciant le vice-président de la Commission européenne en charge de l'euro et du dialogue social, à le remercier d'être venu ce soir ici. Je sais que vous prolongerez agréablement les discussions avec quelques collègues plus avant dans la soirée, mais je crois que ce temps d'échange avec des collègues de toute sensibilité est un moment important. Soyez le bienvenu, car c'est votre première visite au Palais du Luxembourg, en espérant avoir régulièrement le plaisir de vous y retrouver. Voilà, monsieur le vice-président de la Commission européenne. Je cède la parole tout de suite au président Bizet. Voilà, très bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le vice-président de la Commission européenne, Monsieur le commissaire, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui au Sénat. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir accepté notre invitation, malgré un agenda très chargé, notamment en raison de la session du Parlement européen à Strasbourg. Cette audition revêt à nos yeux une grande importance. Dès sa prise de fonction, comme il l'a évoqué tout à l'heure, le président du Sénat avait souhaité que nous puissions nouer un dialogue régulier avec la Commission européenne, plus particulièrement sur les positions que celle-ci est appelée à prendre sur la situation budgétaire de la France. Il avait évoqué cette audition au Sénat lors de son récent entretien avec le président Juncker. C'était le 5 février dernier. Le vote du budget est la première des compétences des parlements. Il est donc essentiel que le Sénat soit non seulement informé, mais qu'il puisse aussi avoir des échanges avec les institutions européennes sur les décisions de celles-ci. Décisions qui ont un impact direct ou indirect sur le budget de notre pays. Les textes européens qui ont été adoptés à la suite de la crise des dettes souveraines ont donné à la Commission européenne une mission importante de suivi et de recommandation. Le souci d'assurer une application plus effective des règles de discipline budgétaire doit être approuvé. Il doit d'ailleurs aller de pair avec une gouvernance économique renforcée. Mais tout ce processus ne sera pas compris et accepté par nos concitoyens sans un contrôle démocratique effectif, en particulier par les parlements nationaux. C'est tout l'intérêt de la conférence instituée par l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Nous souhaitons qu'elle puisse développer son activité rapidement. C'est pourquoi aussi nous demandons que le projet que vous soumettez au Conseil soit transmis au Sénat suffisamment à l'avance pour lui permettre de formaliser, s'il le juge utile, une position à l'adresse du gouvernement. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, nous le regrettons, mais je sais que ce sera le cas prochainement. Dans votre recommandation, vous demandez à la France de mettre fin à la situation actuelle de déficit public en 2017 au plus tard. Vous fixez au 10 juin 2015 la date limite pour que la France engage une action suivie des faits et remette un rapport détaillé sur la stratégie d'assainissement envisagée pour atteindre les objectifs fixés.
j'ai lu avec intérêt les détails de la réunion de l'Eurogroupe qui s'est déroulée hier, le positionnement de certains pays à l'adresse, si vous voulez, de la France, notamment le Portugal et l'Irlande, qui ont été très clairs, affirmant même une certaine fermeté à l'adresse de la France. Vous soulignez que l'assainissement budgétaire devra être étayé par la mise en œuvre de réformes structurelles globales et ambitieuses. Le président Larcher a rappelé certaines réformes en marche. C'est sur ces différents points, plus généralement sur le contenu de votre recommandation ainsi que la démarche de la Commission européenne que nous souhaitons vous entendre. Voilà, Monsieur le Vice-président, en vous renouvelant à nouveau, je dirais, notre reconnaissance de venir rencontrer le Sénat, et je cède maintenant la parole au président Charles Guené. Merci. Monsieur le président du Sénat, monsieur le vice-président, chers collègues, je tiens à mon tour à vous remercier, monsieur le vice-président de la Commission européenne chargée de l'euro et du dialogue social, de votre présence parmi nous. Il est désormais absolument nécessaire de renforcer les liens qui unissent les parlements nationaux et les institutions européennes, mais aussi les parlements nationaux entre eux. À ce titre, la Commission des finances s'attache à multiplier les échanges avec nos homologues européens. Ceci a constitué une préoccupation centrale du récent déplacement à Berlin qui a été effectué par Madame la Présidente et Monsieur le rapporteur général Albéric de Montgolfier, et le sera également lors du voyage du bureau de la Commission à Madrid, puis à Lisbonne en avril. Il en va de la légitimité démocratique de l'Union européenne, mais également de la capacité des parlementaires nationaux à s'inscrire pleinement dans le jeu européen. Dans le cas de la France, la réunion qui se tient aujourd'hui revêt toutefois une importance toute particulière. En effet, au cours de la journée d'hier, le Conseil de l'Union européenne a fait sienne la recommandation proposée par la Commission tendant à reporter de 2 années le délai de correction de notre déficit excessif dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. Le gouvernement français communiquera le programme de stabilité à l'Assemblée nationale et au Sénat dans un peu plus d'1 mois, avant sa transmission à la Commission européenne. Dans ces conditions, il est essentiel que le Sénat soit en mesure d'appréhender l'ensemble des enjeux associés à la recommandation du Conseil de l'Union européenne. À ce titre, les recommandations de la Commission et du Conseil ne se limitent pas aux mesures ayant trait au redressement des comptes publics, mais invitent aussi la France à continuer à avancer sur le chemin des réformes structurelles. Ceci me conduit à évoquer une évolution plus générale du cadre budgétaire européen, engagée à l'initiative de la Commission européenne, à travers sa communication du 13 janvier dernier, intitulée « Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance ». Il s'agit notamment de mieux concilier responsabilité budgétaire et mise en œuvre des réformes structurelles. Vous serait-il possible, Monsieur le Vice-président, de nous préciser les implications concrètes de cette nouvelle interprétation des règles du pacte de stabilité et de croissance? Quelles sont les marges de flexibilité nouvelles qui seraient désormais acceptées et qui ne l'étaient pas auparavant? Voilà, je termine avec l'autorisation de Monsieur le Président Bizet. Je vais donc vous laisser la parole, Monsieur le Vice-président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, pardon. Ça viendra. Nous vous écoutons avec grand intérêt. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur de pouvoir m'adresser au Sénat aujourd'hui. Et j'aimerais tout d'abord remercier le président Larcher pour cette invitation.
J'aimerais également, si vous le permettez, exprimer d'emblée mes condoléances les plus sincères aux familles et aux amis des athlètes français et de l'équipage du tournage et des pilotes argentins qui ont perdu leur vie de façon tragique en Argentine lundi. C'est sans doute un moment de grand choc et de tristesse pour le peuple français, mais je suis sûre qu'ils sauront trouver le réconfort auprès des citoyens exceptionnels de cette grande nation. Mesdames et messieurs, ce débat dans l'enceinte du Sénat a lieu à un moment très important pour l'Europe et pour la France en particulier. Comme vous le savez tous, le 26 février, la Commission européenne a publié le rapport spécifique à la France dans le contexte du semestre européen. Je l'évoquerai dans quelques minutes de manière plus détaillée, mais en guise d'introduction, laissez-moi remarquer et souligner l'engagement des autorités françaises en faveur des réformes et le programme de réformes détaillé de réformes structurelles détaillées qui a été adressé à la Commission européenne le 19 février 2015. Mais vous me permettrez de commencer par quelques remarques d'ordre général sur la situation dans le monde et en Europe. L'économie mondiale et européenne se relève de la crise financière et économique. Cela dit, la situation sur le plan de la sécurité dans différentes régions du monde reste une source d'inquiétude. Les menées persistantes de l'État islamique, les conflits au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, les attaques récentes au Mali sont autant de signes que le monde est devenu une place de moins en moins sûre. J'aimerais à cet égard souligner l'implication de la France et remercier la France pour sa contribution à la sécurité mondiale au travers de ses opérations au Mali, au Tchad et sur d'autres points chauds de la planète. L'Europe, évidemment, est face à des pressions accrues sur sa sécurité avec les attaques terroristes récentes en France, mais aussi une élévation du niveau de la menace terroriste en Belgique et ailleurs en Europe. La confrontation militaire à l'Est, l'agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine montre que l'architecture de la sécurité en Europe a besoin d'une refonte sérieuse. Du côté économique, les sanctions contre la Russie et les représailles qu'elles ont déclenchées de la part de cette dernière ont également un impact direct sur l'économie européenne, bien que, pour l'instant, plus limité que ce que l'on aurait pu craindre à l'origine. Néanmoins, les accords de Minsk ne cessent d'être violés. Et la crise ukrainienne, évidemment, devient une source d'instabilité en Europe. Il va sans dire que cette instabilité dans notre voisinage ne fait qu'accentuer les défis économiques qui se posent à l'Europe. Sur le front politique, les après-coups d'une crise sont également un terrain fertile pour le populisme et pour des discours très radicaux. Certains hommes politiques essayent d'utiliser ce moment pour faire un effort pour justement revenir sur une trajectoire de croissance durable pour l'Europe, alors que d'autres voient et font de l'Europe un coupable. Néanmoins, en dépit de ces défis, les perspectives pour 2015 sont positives de manière modérée pour l'économie européenne qui croîtra de 1,7% cette année et 2,1% l'année d'après. Pour la zone euro, ces chiffres sont respectivement de 1,3 et 1,9%. Les 28 économies de l'Union européenne devraient croître cette année, sous réserve qu'il n'y ait pas de changement politique majeur dans ces pays. Les contributions positives de la croissance, évidemment, sont dues à la baisse des prix du pétrole et à la politique de quantitative easing de la BCE. Un autre message positif concerne le plan budgétaire, puisque l'Europe, du point de vue budgétaire, est maintenant largement neutre et en train de s'améliorer. Le déficit agrégé, le déficit public agrégé pour la zone euro va baisser de 2,6% du PIB pour l'an dernier à 2,2% pour cette année. Cette année, pour la première fois, on verra un retrait des déficits publics en grande partie large grâce à la croissance économique et non pas grâce à des mesures d'assainissement budgétaire. Cela est bien la preuve que la discipline budgétaire et les réformes structurelles sont en train de porter leurs fruits et que l'on a un cercle vertueux qui s'établit en termes de finances publiques et de
de contexte pour les entreprises qui commence à porter des fruits en termes de confiance des entreprises et également de croissance économique. Et j'aimerais insister sur le fait que ces ajustements et ces réformes doivent être rapides et aussi larges que possible. On le voit dans des pays qui ont fait cette politique et cette trajectoire d'ajustement et qui croissent le plus rapidement dans l'Union européenne, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, les États baltes. Les exemples de ces pays montrent que la discipline budgétaire et la croissance économique ne sont pas antinomiques et que, deuxièmement, un engagement fort en faveur des réformes est un signal encourageant vis-à-vis des marchés financiers et des investisseurs qui jouent un rôle important pour soutenir la croissance économique. Alors, comme je l'ai déjà déclaré, l'économie européenne va croître cette année. Cela dit, c'est quand même une croissance légèrement atone. Nous sommes face à un chômage élevé et puis plus récemment une inflation relativement faible, qui sont autant de facteurs qui continuent à peser sur les pays européens dans l'après-crise économique et financière. Dans ce contexte, la Commission européenne a donc mis au point un agenda qui s'attaque à ce problème de la lenteur de la reprise économique et de la création d'emplois pour mettre l'accent sur la croissance, l'emploi et l'investissement avec l'enquête annuelle sur la croissance que la Commission a publiée en novembre dernier. Et nous avons défini une approche intégrée qui repose sur la stimulation de l'investissement et l'accélération des réformes structurelles. Pour soutenir cette politique, la Commission a proposé d'avoir un plan d'investissement, dit le plan Juncker, de 315 milliards d'euros. C'est un paquet qui soutiendra l'investissement dans les grands projets d'infrastructure. C'est important pour des domaines tels que le transport, l'énergie, l'environnement et également pour soutenir les PME et pour créer de l'emploi en Europe. Le plan d'investissement proposé va utiliser des instruments spécifiques comme les fonds ESI. Et hier seulement, le Conseil a adopté justement la réglementation FSI. C'est une étape importante et cela donne la priorité à l'investissement. Il y aura une procédure d'adoption rapide par le Parlement européen et nous espérons que tout sera en place pour l'été 2015, ce qui sera encore sous la présidence de la Lettonie. Les États membres sont invités à participer à cet effort d'investissement et la France a déjà annoncé d'ailleurs sa participation via la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, avec une contribution de 8 milliards d'euros. Elle a également imité par l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Je vois là un signe tout à fait patent et très encourageant de l'engagement des grands États membres de l'Union européenne et j'espère que cela sera suivi par l'exemple d'autres pays. De notre côté, évidemment, nous allons tout faire pour que ce cadre d'investissement soit une réussite. Les États membres ont déjà contribué au plan avec des projets nationaux qui peuvent être financés par un large spectre d'instruments, emprunts, garanties, contre-garanties. Pour venir maintenant au deuxième pilier de l'approche intégrée, les réformes structurelles, la crise récente a mis en lumière les points faibles de l'économie européenne. Certes, le niveau de résilience à la crise varie d'un pays à l'autre, cependant tous les États membres ont besoin de réformes structurelles. Beaucoup des pays de l'Europe ont des économies qui ont un problème de compétitivité, de fort chômage, et en particulier pour les jeunes, avec des risques d'exclusion sociale pour les personnes plus âgées. Les rigidités du marché du travail et la viabilité du système des retraites ne sont que deux exemples des points faibles qui doivent amener les États membres à mettre en place des réformes structurelles crédibles et viables. Il est de la plus haute importance que ces réformes soient adoptées par les États membres. L'un des éléments importants des réformes est évidemment le soutien par toutes les parties prenantes et c'est pour cela qu'il est important d'avoir un dialogue social de qualité et nous avons vu qu'en France, cela a été une question particulièrement sensible avec la loi sur la qualité du dialogue social qui est en vue.
Je reviens maintenant aux réformes. L'Europe elle-même doit se réformer. L'une des clés de voûte de la construction européenne, le marché unique, doit encore être amélioré avec les 4 libertés fondamentales qui sont la libre circulation des biens et des services, le marché du travail et des capitaux. L'économie européenne a besoin évidemment d'une sécurité énergétique à des prix concurrentiels, d'instruments pour le marché unique, pour le marché interne de l'énergie. Cela doit être développé et on doit également remettre à niveau les réseaux électriques. Nous avons donc besoin d'une union qui soit forte, avec des projets forts. C'est pour cela que les réformes au niveau de l'Europe et des États membres seront également une priorité de la nouvelle Commission. Depuis le novembre dernier, lorsque la nouvelle Commission a pris ses fonctions, les premières étapes ont été justement d'améliorer le pacte de stabilité et de croissance. Le semestre européen est notre principal outil de gouvernance macroéconomique pour soutenir une véritable convergence de l'économie européenne et de sa politique sociale. Vous savez que nous avons entrepris une remise à plat de ce semestre européen et comme vous le savez également, nous avons suivi le chemin de la simplification pour le reporting pour laisser davantage de place à la discussion sur le fond dans le cadre de la procédure du semestre européen. Et cette année, nous avons seulement un rapport à la place de 2 et les rapports spécifiques au pays qui seront publiés 3 mois plus tôt que lors des années précédentes. Cela nous permettra justement d'avoir ces 3 mois pour expliquer l'analyse et pour avoir le retour sur notre évaluation de la part des États membres et des partenaires sociaux des États membres. Alors, pour parler maintenant de la communication sur l'utilisation et le meilleur usage de la flexibilité, communication de janvier 2015, je voudrais dire que cela reste dans les règles, dans le cadre existant du pacte de stabilité et de croissance et que cela ne s'applique pas à des pays qui sont dans la procédure de correction et que cela est conditionné par l'effort de réforme structurelle du côté de ceux qui doivent le fournir. L'Europe ne peut travailler pour ses membres que si les règles du jeu sont jugées équitables pour chacun des membres et que les règles sont respectées. Et là, je voudrais évoquer le rôle de la France dans le processus européen. La France a toujours été un moteur pour l'Europe et cela, évidemment, avant même que Robert Schuman ne lance l'idée de l'Europe. La France a toujours été le laboratoire des nouvelles idées en Europe, que ce soit au siècle des Lumières ou lors de la Révolution française et également avec la naissance de l'Union européenne. Et il est donc important que ces réformes soient mises en place en France. C'est important pour la France, c'est important pour l'Europe. Et compte tenu du rôle et du poids de la France en Europe, la France n'a pas le droit à l'échec. Comme je l'ai déjà dit au début de mon exposé, le 26 février, la Commission a publié le rapport spécifique à la France. Ce rapport a conclu que la France est dans une situation de déséquilibre économique excessif qui exige une action politique déterminée, volontaire, un suivi spécifique, y compris avec des examens réguliers de l'état d'avancement de ces réformes par tous les États membres au niveau des comités pertinents de l'Europe. Et en particulier, vous savez que ce rapport a souligné la faiblesse de la croissance et de l'inflation associée à la rentabilité modeste des entreprises et l'insuffisance de la politique mise en œuvre pour l'instant, avec des risques qui sont dus à la fois à la détérioration des coûts et du manque de compétitivité, de l'élévation de l'endettement et en particulier de la dette publique. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'il est important que la France s'engage dans des réformes qui réduisent le coût du travail et cela en particulier grâce aux
crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, ainsi que le pacte de responsabilité et de solidarité. Nous avons pris bonne note des efforts des autorités françaises pour simplifier la charge, le fardeau réglementaire. Ces initiatives sont un progrès. D'autres efforts doivent être déployés pour assurer la viabilité du système des retraites et pour ce qui concerne les dépenses des soins de santé. Nous saluons les intentions du gouvernement pour lutter contre les rigidités du marché du travail, la réforme du système de l'allocation chômage, et nous saluons également les mesures à propos du marché du travail, de l'enseignement, de l'éducation, de la formation professionnelle. En ce qui concerne les prochaines étapes, l'Union européenne attend que les autorités françaises prennent des actions du côté budgétaire avec des mesures additionnelles qui permettent 0,2% de PIB et de réduction, et du côté des réformes structurelles. Et nous attendons également un plan national de réforme robuste. L'un des principaux sujets de discussion est également le projet de loi sur la croissance et l'activité économique. Ce projet a été salué par les services de la Commission parce qu'il y a énormément de mesures dans différents domaines de la vie économique, tels que le travail dominical, la mobilité, la réforme des prud'hommes ou la réglementation des professions juridiques. Toutes ces domaines sont importantes, mais ce n'est que le début. Pour donner qu'un exemple, le rapport mentionne qu'il y a 200 professions réglementées en France et on a donc encore besoin d'autres réformes sans doute. Je sais que ce projet de loi est devant le Sénat pour l'instant, que son adoption définitive est encore sujette à débat dans les deux chambres. Dans tous les cas, nous considérons que ce projet de loi est en lui-même un pas dans la bonne direction et que la France prendra d'autres mesures sur la voie de réformes viables. Monsieur le Président, messieurs, mesdames les sénateurs, mesdames et messieurs, encore une fois, j'aimerais vous remercier de cette invitation à m'adresser à vous et je suis évidemment impatient de poursuivre avec vous une coopération de bonne qualité afin d'atteindre notre objectif qui, je crois, est commun, à savoir la croissance viable et la création d'emplois. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Vice-président de la Commission. Le débat est ouvert. Je pense qu'on va peut-être pouvoir demander au rapporteur général Albéric de Montgolfier de poser les premières questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président. Vous avez déjà abordé un certain nombre de sujets sur lesquels je pense que les collègues ne vont pas manquer de vous poser quelques questions de précision. Donc vous l'avez dit à l'instant, dans la recommandation, du moins celle qui a été publiée, la recommandation de la recommandation du Conseil, il y a l'exigence d'avoir un ajustement structurel en cours d'année 2015 de 0,2 points de PIB, ce que vous avez dit à l'instant. Et très concrètement, pour vous, cela passe par des mesures budgétaires supplémentaires ou des mesures de recettes supplémentaires, parce qu'il y a un petit point de désaccord avec le gouvernement français qui semble nous dire que les efforts ont été faits en termes budgétaires et qu'il n'y aurait pas besoin de mesures supplémentaires. Alors, pour vous, de quel montant parle-t-on? Est-ce qu'on est dans 3-4 milliards d'euros, comme c'était dit, ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui est de plus substantiel et qui pourrait nécessiter de retourner vers le Parlement avec une loi de finances rectificative? Et la deuxième question porte sur l'effet récessif de l'ajustement budgétaire programmé, puisque dans le document qui est intitulé justement recommandation du Conseil, ce que le document qui est publié, ce document anticipe une croissance qui ne dépasserait pas 0,8% en 2015 et en 2017. Alors, nous dit le document qu'avec la politique inchangée, le PIB aurait progressé de 1,8% en 2016 et en 2017. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est calculé ou comment mesurer cet effet récessif de l'ajustement budgétaire qui est attendu de la France, et puisque concrètement le multiplicateur budgétaire retenu et dans ce cadre est supposé être égal à 1, alors que évidemment ça varie notamment en fonction de la conjoncture. Est-ce que ce multiplicateur ne paraît pas trop élevé? Donc,
Et enfin, dernière recommandation, vous avez évoqué les pistes, vous avez notamment évoqué les lois qui sont en discussion actuellement, croissance, emploi et autres, en appelant à d'autres réformes de structure que vous avez pour certaines esquissées. De manière très concrète, quels sont les principaux sujets sur lesquels la France est attendue en termes de réformes structurelles. Donc vous avez évoqué le marché du travail. Est-ce que, monsieur le vice-président, est-ce que vous pourriez être plus précis sur les politiques que la France doit entreprendre très rapidement afin de retrouver de la compétitivité et de faire cesser des déséquilibres avec ses voisins? Merci. Si vous voulez bien répondre à ces premières questions. OK. Je vous remercie infiniment. Merci pour ces questions. Permettez-moi donc d'essayer de clarifier quelques points. En ce qui concerne les propositions de la Commission qui ont été approuvées hier par le Conseil de l'ECOFIN, c'est une proposition qui permet un prolongement de 2 années pour la France, pour que la France atteigne un niveau de déficit budgétaire qui soit en dessous de 3% du PIB. Donc, la date limite, c'est 2017 et non 2015. Et de même, il y a une autre voie d'ajustement qui a été préparée permettant d'arriver à ce chiffre en dessous de 3% du PIB. Prévoyant un effort structurel de 3,5% et 0,1% dans les années suivantes. Pour l'instant, selon l'évaluation de la Commission, et les autorités françaises sont d'accord avec cela, la France a apporté un effort budgétaire de 0,3% de PIB pour cette année. Et donc, il faut 0,2% de plus de PIB, un effort fiscal, donc, qui doit être apporté. Et c'est ce que je vous ai dit lors de mes remarques liminaires. Du point de vue de la Commission, il n'y a pas de différence stricte qu'il s'agisse de revenus ou de dépenses. De façon générale, la Commission pense que avec un niveau de dette très élevé en France, ce serait plus judicieux en termes de croissance si vous vouliez vous concentrer davantage donc sur les dépenses. En tout cas, ce qui est important du point de vue du pacte de croissance et de stabilité, c'est que cet ajustement fiscal soit effectué. Et ce sont des mesures structurelles. Ce n'est pas une seule mesure, il s'agit de mesures structurelles qui auraient des effets sur les années à venir. Donc, en termes absolus, cette année, on parle de 4 milliards d'euros. Oui, avant le mois de juin. Et donc, on revient à l'évaluation de la situation en avril. Et ces mesures devraient être mises en œuvre avant le mois de juin. En fait, si vous comparez cela avec la recommandation précédente du Conseil, là, on s'attendait à ce que la France apporte des réformes structurelles de 0,8% du PIB cette année. C'est réduit à 0,5% de PIB cette année. Mais les délais, les dates limites sont serrées et la Commission a l'intention de suivre de très près cette situation. Ensuite, concernant les effets sur l'économie, les chiffres que vous avez mentionnés, je n'ai pas vraiment reconnu ces chiffres et donc j'ai un peu de mal à comprendre les différences. S'agit-il de différences entre différentes prévisions économiques ou une autre situation? Mais bon, ce que j'avais essayé de dire tout à l'heure, c'est qu'il est clair que
la soutenabilité du système de finances publiques, la soutenabilité de la dette, c'est une précondition de croissance économique et de reprise de croissance économique. Si vous regardez les problématiques macroéconomiques de la France, on voit bien que vous avez le problème de compétitivité fondé sur le coût et le non-coût, mais également un niveau de dette très élevé, surtout dans le secteur public. Et il est certain que la France a besoin d'apporter des modifications, par exemple, au cours des 2 ou 3 dernières années, la France connaît un déficit budgétaire et reste au même niveau, 4,1% de PIB en 2012, 4,3% en 2013 et 4,3% encore pourcentage de PIB l'an dernier en 2014 et 4,1% du PIB cette année encore. Et donc, avec cet effort budgétaire supplémentaire, on pense que le déficit passera en dessous de la barre de 3% du PIB et étant donné les mesures d'ajustement qui sont prévues, ça devrait passer en dessous de la barre de 3% du PIB. En ce qui concerne les réformes structurelles, eh bien, j'ai parlé des grands défis et les grandes pistes qu'il convient de prendre, de suivre. Et maintenant, on est en train d'harmoniser le semestre européen. Nous avons fait exprès d'accélérer la préparation des rapports pays, car là, vous pouvez lire l'évaluation de la Commission européenne de la situation des différents États membres, y compris de la France, et de leur économie. Nous allons publier des recommandations spécifiques à chaque pays au mois de mai. Et nous avons mis de côté 3 mois pour discuter, pour écouter votre retour, vos réactions. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'évaluation? Non. Comment comptez-vous travailler sur les différents défis? Et ensuite, on reviendrait vers vous avec des recommandations pour chaque pays, avec des recommandations sur diverses actions et mesures à prendre. Donc, on est dans l'étape où on est prêt à écouter vos réactions à notre rapport pays avant de lancer ces recommandations sur lesquelles vous m'avez interrogé. Donc la prochaine série de recommandations, c'est pour le mois de mai. Merci. François Marc. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais remercier Monsieur Dombrovskis de ses propos et des éclairages qu'il nous a apportés. On sait quel a été votre rôle, Monsieur le Vice-président. Vous étiez à l'époque Premier ministre de votre pays dans le redressement des finances publiques. Et ceci au moment de la crise et dans les 2 années qui ont suivi, et la rapidité du redressement de la Lettonie à l'époque. Et on sait que vous êtes quelqu'un de déterminé, de volontaire, on l'a bien vu à travers les mesures prises, certaines douloureuses à l'époque, puisque les baisses de salaire avaient été très conséquentes. Ceci nous conduit donc à avoir confiance dans votre détermination, mais notre souci, c'est aussi de bien anticiper les effets des mesures qui sont aujourd'hui préconisées. C'est sur ce point que je voulais vous interroger. Tout d'abord sur la surveillance. Nous avons bien noté que le two-pack et les évolutions récentes du pacte de stabilité et de croissance tentent à renforcer le degré de surveillance concernant les États membres qui sont soumis à une procédure de déficit excessif, ce qui est le cas de la France aujourd'hui. Donc ma question était de savoir comment les choses vont se passer en matière de renforcement de la surveillance exercée par la Commission européenne. Selon quelles modalités envisagez-vous de surveiller de plus près la situation française? Si vous pouvez nous éclairer sur ce point de méthode, ceci nous serait fort utile. Deuxième question sur la doctrine de l'Union européenne en ce qui concerne les mesures à mettre en œuvre. Et il y avait des articles ces derniers jours, j'en ai un ici,
où le titre c'est la Commission européenne est-elle en train de devenir keynésienne? D'autres termes, l'analyse qui se fait aujourd'hui, semble-t-il, au niveau de l'Union européenne, qui rejoint celle à laquelle le FMI s'est rallié il y a quelques mois, conduit à penser, et je prolonge le questionnement du rapporteur général, que certaines mesures budgétaires trop drastiques peuvent avoir des effets pernicieux, indésirables, des effets pervers au niveau du taux de croissance. Et dès lors, il semble qu'il y ait aujourd'hui des interrogations. Pouvez-vous nous éclairer sur l'évolution de la doctrine de l'Union européenne en la matière, en ce qui concerne le souci que l'on doit avoir d'éviter de taper trop fort, si je puis me permettre cette expression. Troisième question sur le dialogue social, parce que dans vos attributions, vous nous l'avez d'ailleurs indiqué dans votre propos, il y a aussi tout ce qui concerne le dialogue social dans l'Union européenne. Et je voulais vous interroger à ce sujet en ce qui concerne ce qui est annoncé aujourd'hui comme un nouveau départ pour le dialogue social. On a le sentiment qu'on n'avait pas sans doute poussé assez loin les feux en ce qui concerne le dialogue social. Donc pouvez-vous nous éclairer sur les objectifs qui sont aujourd'hui fixés? Qu'attend-on de ce renforcement du dialogue social? Est-ce que c'est des évolutions en matière de pouvoir d'achat ou est-ce que c'est uniquement des modalités pour pouvoir mieux s'accorder pays par pays? Ou est-ce qu'il y a une ambition globale en ce qui concerne les avancées attendues de ce dialogue social? Enfin, dernier point sur l'Allemagne. On sait que l'Allemagne est appelée par vous-même, par la Commission européenne, à faire usage de ses marges budgétaires pour accroître son investissement public. Quels sont les moyens dont vous disposez pour convaincre l'Allemagne qu'il y a aujourd'hui nécessité de s'engager davantage dans la voie de l'investissement et en particulier l'investissement public? On sait qu'en Allemagne comme ailleurs, il y a aujourd'hui de gros besoins en matière d'infrastructures, de réseaux, de bien des domaines. Donc je pense que c'est aujourd'hui un souhait assez largement partagé en Europe. Est-ce que l'Allemagne peut être poussée à investir davantage? C'était l'objet de cette dernière question. Bien, j'ai pris note de toutes vos questions. Je vais essayer d'y répondre. Alors, vous avez parlé tout d'abord de la surveillance. Comment cette surveillance va-t-elle être renforcée? Que faisons-nous de manière spécifique pour la France? Qu'allons-nous faire plutôt de manière générale? Tout d'abord, on peut dire que la surveillance macroéconomique a été renforcée à la suite de la crise financière économique. C'est une observation générale puisque nous avons maintenant une approche beaucoup plus stricte vis-à-vis du pacte de stabilité et de croissance. On a le six-pack et le two-pack. Et on a également un nouveau dispositif de gouvernance macroéconomique pour corriger les déséquilibres macroéconomiques des États membres. Et nous avons maintenant des instruments entre nos mains qui nous permettent de réagir avec la procédure de déficit des déficits excessifs, également avec la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, la PDM. Alors, pour revenir à la France, de toute évidence, il faut faire davantage en termes de réformes structurelles et budgétaires. Alors, tout d'abord, du côté budgétaire, nous allons réévaluer les propositions budgétaires de la France en avril et également la conformité avec la recommandation du Conseil en juin. Avec toutes les options ouvertes vis-à-vis du pacte de croissance et de stabilité. Donc on est très sérieux avec cette surveillance
Et la même chose vaut pour la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, puisque la France se trouve concernée par des déficits excessifs et par les déséquilibres macroéconomiques. Nous allons demander à 2 pays on va accélérer la surveillance macroéconomique pour la France et la Croatie. Donc nous allons réévaluer les réformes nationales, donc le plan national de réforme en ce qui concerne la France, et également le contexte d'autres agendas de l'agenda des réformes fournis par la France pour voir si ces efforts de réforme structurelle sont suffisamment ambitieux pour gérer les déséquilibres macroéconomiques identifiés dans le cas de la France et encore une fois en laissant l'option ouverte pour démarrer cette procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques si le progrès est jugé insuffisant. Alors, je pourrais revenir plus en détail, si vous le souhaitez, sur la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques. Mais voilà ce que nous allons faire en termes de surveillance. Ensuite, quelle est notre position dans ce débat qui oppose le keynésianisme et l'austérité et la croissance? Alors, je dirais tout d'abord que nous sommes convaincus que des défis politiques apportent ou appellent des réponses différentes. La commission précédente se trouvait dans un contexte de crise économique et financière grave, une crise de la confiance des États membres qui voyaient leur accès barré au marché financier. Donc la commission précédente a dû faire face à ces défis, les relever et donc essayer de restaurer la stabilité financière, les dépenses publiques également. Ça, c'était la priorité. On a dépassé maintenant la phase aiguë de cette crise économique et financière. Nous sommes en phase de reprise. Mais cette reprise, elle est encore beaucoup trop lente et c'est cela qui nous inquiète, avec très peu de création d'emplois. Par conséquent, notre réponse sur le plan politique, elle est beaucoup plus large, elle est plus globale, avec 3 priorités, à savoir stimulation d'investissement, avec le plan Juncker pour l'investissement. Ça veut dire aussi des réformes structurelles pour renforcer la compétitivité à la fois au niveau de l'Union européenne et des États membres eux-mêmes. Et elle se décline aussi en termes de réformes budgétaires. Comme je l'ai dit, il y a dans l'Europe, cette année, il y a des ajustements budgétaires et nous pensons qu'avril, c'est une date appropriée, mais bien sûr, la situation est différente selon les États membres. Il y a encore des États membres qui se trouvent dans des positions de déficit excessif. La France n'est pas seule. Ces États membres doivent prendre des mesures pour s'éloigner de cette situation de déficit excessif et ramener leur déficit à moins de 3% du PIB. Et c'est pour cela que notre réponse politique est un petit peu différente de ce que la commission précédente avait entrepris, puisque nous sommes face à des circonstances différentes, à des défis différents. Enfin, le dialogue social. C'est un sujet très large, évidemment, mais je vais m'intéresser à ce dialogue social dans le contexte du semestre européen. Car lorsque nous avons défini le processus du semestre européen, nous avions en tête le fait de dégager davantage de temps pour le dialogue avec les États membres et pour le dialogue social. Car nous nous trouvons face à
une vitesse de mise en œuvre des recommandations qui est assez lente dans les pays membres. Alors on peut avoir différentes analyses. Certains arguent qu'on est à 10%, d'autres 18% de mise en œuvre. On trouve des chiffres variés, mais tout cela dépend du chiffrage. Si on regarde les recommandations complètement mises en œuvre, on est plutôt dans l'ordre de 10%. Lorsqu'on s'intéresse aux recommandations partiellement mises en œuvre, alors là, on a plutôt un niveau de 40%. C'est ce que la Commission a pris en compte. Et pour la France, on a noté qu'on avait des progrès limités sur la mise en œuvre des recommandations qui sont spécifiques. Alors, comment améliorer cette mise en œuvre ? Nous pensons que l'une des choses à faire, c'est de faire en sorte que les États membres s'approprient ce processus, se rapproprient les recommandations. Et nous sommes donc en train d'ajuster le semestre européen pour avoir davantage de temps pour la discussion avec les partenaires sociaux, au niveau européen, avant le rapport sur la croissance annuelle. Et également pour qu'il y ait des discussions au niveau des États membres avant la publication des rapports pays. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de temps entre la publication des rapports pays et les recommandations spécifiques. Donc on espère qu'en allongeant ce temps pour la discussion, on aura une appropriation plus importante des recommandations qui sont faites. Et puis j'en viens à l'Allemagne. Oui, en effet, cette année, tout comme l'année précédente d'ailleurs, nous avons fait un examen détaillé, une analyse détaillée qui prend en compte cet excédent qui est supérieur à 6% du PIB. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir signifier une très bonne compétitivité de l'économie allemande, puisqu'ils sont Weltmeister, champions du monde de l'exportation, certes, mais cela veut dire aussi une faiblesse de la demande intérieure et de l'investissement. Donc, quand on s'intéresse au cas allemand, c'est exactement ce que nous constatons, à savoir qu'il y a une certaine faiblesse de la demande intérieure et de l'investissement dans ce pays. Et la recommandation émise vis-à-vis de l'Allemagne, c'est donc d'utiliser cet espace budgétaire disponible pour promouvoir l'investissement. D'ailleurs, le gouvernement allemand a pris des mesures dans ce sens avec l'annonce récente de cette contribution de 8 milliards au plan d'investissement. On avait même annoncé précédemment un investissement de plus de 10 milliards pour les investissements nationaux, mais il y a encore matière à faire mieux. Et comme le nom l'indique, ce sont des recommandations spécifiques au pays et donc la Commission s'intéresse pas seulement à l'Allemagne, mais à tous les pays et pas avec l'Allemagne seulement, mais avec tous les pays, d'essayer d'arriver à un accord avec les États membres. Il n'y a pas d'intention de forcer la main à qui que ce soit dans les États membres. Nous avons donc, dans ce sens, engagé des discussions avec les autorités allemandes qui tiennent compte de leur contexte spécifique, de l'économie allemande, de sa situation, et nous espérons trouver une façon commune de gérer cette situation. Mais l'Allemagne, tout comme la France, a un rapport pays et il y a, tout comme avec la France, des discussions avec les autorités gouvernementales avant d'émettre les recommandations. Président, dans la recommandation, nous avons bien compris que la Commission devait tenir compte du poids relatif de la France en Europe et que la situation globale avait changé, mais nous aimerions savoir quels sont les éléments qui ont le plus fortement plaidé en faveur du report de 2 ans. Est-ce la conjoncture économique ou bien
la flexibilisation du pacte de stabilité et de croissance qui a été annoncé par la communication de la Commission. Et cela me ramène un peu à la question que j'avais posée dans mon propos initial, qui portait sur les implications concrètes de la nouvelle interprétation des règles du pacte de stabilité et de croissance et des marges de flexibilité nouvelles qui seraient désormais acceptées, qui ne l'étaient pas auparavant. Et la deuxième question, qui sera très brève, le Premier ministre, lors du Conseil des ministres du 18 février 2015, a présenté une communication relative au programme national de réforme à venir, dans lequel il a précisé les réformes projetées et engagées en France. Et quelle appréciation la Commission européenne porte-t-elle sur les différentes annonces de ces réformes? Et de manière plus directe, est-ce que vous y avez retrouvé les réponses aux grands défis que vous avez évoqués tout à l'heure? Voilà, Monsieur le Vice-président. OK. Très bien. Tout d'abord, en ce qui concerne cette communication sur le meilleur usage de la flexibilité accrue qui est accordée maintenant. Juste deux commentaires d'ordre général. Tout d'abord, avec cette communication, on ne change pas les règles. Très clairement, nous restons dans le cadre de notre pacte de stabilité et de croissance. Ce que l'on fait, c'est que nous clarifions la situation concernant l'interprétation de la Commission de certaines lois qui composent le pacte. L'approche générale de la Commission était tout d'abord que les pays qui avaient une approche budgétaire un peu plus rigoureuse peuvent avoir plus de flexibilité, ce qui veut dire donc que certaines clauses concernant les réformes structurelles et les besoins d'investissement ne s'appliquent pas à ces pays. Il existe une disposition qui concerne l'emploi, enfin l'utilisation des efforts concernant les réformes structurelles pour en tenir compte si on veut accorder un délai concernant le niveau d'endettement du pays. Mais il y a deux dispositions qui sont intéressantes concernant l'investissement et concernant les réformes structurelles. L'idée de base pour les deux est à peu près la même chose. C'est-à-dire que si un État membre souhaite investir ou lancer des réformes structurelles et les investissements ont trait à des instruments européens, ce pays peut le faire si ces investissements vont avoir un impact très positif sur la position budgétaire du pays directement ou peut provoquer un niveau de croissance supérieur. Et dans ce cas, on peut permettre au pays de dévier de ses objectifs budgétaires à moyen terme de façon temporaire et par la suite corriger le tir dans un laps de temps imparti qui est de 4 ans. Dans le cadre de son programme de croissance et stabilité. Donc, on peut investir davantage, on peut dévier de ses objectifs, mais il faut compenser cela par la suite. Ces dispositions ne s'appliquent que aux pays qui ne sont pas engagés dans une procédure de déficit excessif. Il existe aussi une autre disposition qui s'appelle Matrix. Je ne sais pas pourquoi, dit le vice-président, mais donc il s'agit d'un tableau qui modélise l'effort budgétaire et fiscal qui est nécessaire pour un pays sur la base de sa propre situation économique, à savoir, si vous êtes dans une situation difficile, votre écart
si c'est en dessous de moins 4%, ou si vous avez un taux de croissance négatif, vous n'avez pas besoin de consentir un effort supplémentaire pour atteindre vos objectifs à moyen terme. Et selon la situation de votre économie, votre effort fiscal va augmenter petit à petit, graduellement. Mais ça s'applique aux pays qui sont dans la catégorie préventive. Car là, il s'agit de recommandations spécifiques faites par la Commission. Donc, juste pour expliquer donc ce qui était pris en compte pour la France, c'était les efforts de réforme structurelle. C'était ça le facteur qui a été pris en compte. Mais ce que nous avons fait, nous avons utilisé les dispositions actuelles du pacte de croissance et de stabilité. Dans le contexte spécifique de la flexibilité en matière de réforme, ce qui était annoncé là-dessus, je peux vous dire que il ne suffit pas d'annoncer des réformes. Ces réformes doivent être spécifiques, quantifiées et doivent passer par les procédures nationales pertinentes, bien sûr, les parlements, le gouvernement, etc. Et ce que l'on évalue, bien sûr, ce sont ces plans de réforme. Et si je me réfère à vos annonces, les annonces faites par la France, la réforme du marché du travail, par exemple, nous avons déjà vu des choses qui ont commencé à bouger, mais je vous dirais que dans notre analyse concrète, nous devons voir un programme national de réforme mis en œuvre par la France, ce qui va être lancé dans, je pense, quelques mois. Et puis la Commission et nous-mêmes, nous allons pouvoir vous donner des réponses détaillées par la suite, mais il est très très important de se concentrer sur un plan national de réforme. Merci, Monsieur le Commissaire. Je propose, puisqu'il nous reste 3 collègues qui se sont manifestés, Richard Young, Monsieur Lecomte et Jean-Paul Émorine. Richard Young. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Commissaire. Je crois que c'est une excellente chose que nous ayons des débats avec les membres de la Commission de plus en plus, car de plus en plus, la politique budgétaire, la politique financière, elle vient en grande partie de Bruxelles. Donc pour nous, qui sommes le législateur, qui votons, qui pensons être le législateur, qui votons la loi de finances, c'est essentiel. Je voulais revenir sur le déficit, pour essayer de bien comprendre, parce qu'il y a, me semble-t-il, une certaine nébulosité en la matière. D'abord, on entend des opinions diverses. Monsieur Olli Rehn, par exemple, est très critique vis-à-vis de la France. C'est son droit. D'autres sont plus encourageants. Je pense à Monsieur Dijsselbloem, le président de la zone euro, et même Madame Merkel, qui nous a félicité d'être dans la bonne voie. Donc on a du mal déjà à comprendre les opinions qu'il y a. Mais sur les chiffres, le gouvernement français dit « nous faisons un effort de 50 milliards sur les 3 prochaines années de 2015, 2016, 2017 ». Si nous comprenons bien, mais c'est là où est ma question, Monsieur le Commissaire, la Commission dit c'est gentil, vous êtes gentil, vous faites des efforts, mais c'est insuffisant. Vous devez faire 4 milliards de plus dès cette année 2015, qui se rajoute donc aux 25 milliards qui étaient initialement prévus, et vous devez faire 26 et 25 milliards les années 2016 et 2017, ce qui fait un total de l'ordre de 80 milliards. Ce chiffre de 80 milliards a beaucoup frappé les esprits en France. J'aimerais bien savoir si c'est un chiffre que vous avez en tête, que je ne dis pas que vous soutenez, mais enfin qui veut dire quelque chose pour vous. Donc, parce que, évidemment, 80 milliards, c'est une somme tout à fait considérable. 80 milliards supplémentaires, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Et ça ne peut pas, on ne peut pas aboutir à ça en dehors d'une politique drastique et cruelle sur les salaires et sur les retraites. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est ça que ça veut dire. Alors, est-ce que c'est ça qui est prévu dans le programme de réforme? Parce que
si c'était le cas, les conclusions que moi j'en tire, c'est que la première, c'est que ça casse la croissance. Nous avons prévu d'arriver à une croissance de 1,6, 1,7%. Et vous-même, vous le dites, dans ce cas-là, la croissance serait de la moitié. Donc on casse la croissance. C'est quand même une perspective qui n'est pas très encourageante, pas très optimiste. Et l'autre point, qui n'a pas été beaucoup évoqué, mais c'est que ça veut dire, à mon sens, que nous enclenchons encore plus le processus déflationniste. Et nous savons que le processus déflationniste, c'est quelque chose qui est mortel pour les économies. Donc à la fois pour l'économie française et pour l'économie européenne, vous comprenez que nous ayons des inquiétudes sévères. Voilà. Donc nous avons besoin de comprendre les chiffres que la Commission a en tête. Merci. Merci. Monsieur Lecomte. Monsieur le vice-président, moi j'aimerais changer un peu de type de question. La gestion et la supervision des budgets est indispensable, mais ça ne constitue pas un projet politique. Et finalement, j'aimerais vous poser la question par rapport à la manière dont les choses se passent aujourd'hui en termes de supervision budgétaire. Est-ce qu'il n'est pas temps de construire un Parlement et un budget de la zone euro qui puisse être le début d'un nouveau projet politique? Parce que sinon, finalement, on va se fracasser sur l'opinion publique. Et c'est absolument, me semble-t-il, indispensable, au-delà de ce que nous discutons aujourd'hui, d'offrir cette perspective d'un budget pour la zone euro et d'une supervision budgétaire sur l'ensemble de la zone euro faite par un Parlement de la zone euro qui pourrait être un élément du Parlement européen. Sans ce projet politique, je ne vois pas comment l'opinion publique tiendra longtemps ce type de situation telle que nous la vivons aujourd'hui. La deuxième question, quand on regarde les montants que le plan Juncker envisage de mettre comme investissement dans l'économie réelle, et qu'on voit que c'est finalement 3 fois moins que ce que les opérations et les engagements de la Banque centrale vont faire par rapport aux banques et aux opérateurs financiers, 3 fois moins, plus de 1000 milliards d'euros dans un cas d'engagement de la BCE et dans l'autre à peu près 300 milliards. Comment peut-on penser que ça peut être quelque chose de réellement positif et qui ne va pas finalement aller financer nos concurrents, enfin la différence entre les deux, parce que finalement, voilà, l'économie réelle, ce sera 300 milliards d'euros. Troisième question, l'euro actuellement baisse. Alors certains sont contents de cette baisse dans la mesure où ça permet effectivement aux exportations d'être plus compétitives, mais ce qu'on constate, c'est que d'ores et déjà, nous ne bénéficions plus de la baisse du pétrole à cause de la baisse de l'euro, et que d'autre part, les entreprises européennes ne sont plus en mesure d'avoir le pouvoir d'achat suffisant pour investir sur les marchés internationaux et acheter des entreprises. Alors, est-ce que c'est vraiment la bonne direction ? Merci, Monsieur Lecomte. Jean-Paul Émorine. Oui, merci, Monsieur le Vice-président. Ce que vous avez évoqué, l'affaire du déficit, il y a une corrélation avec la croissance. La problématique de l'Union européenne et surtout d'un pays comme la France, parce que les chiffres, il y a toujours des prévisions de croissance. Malheureusement, tous les gouvernements qui sont succédés n'ont jamais atteint ces prévisions. Nous sommes toujours en dessous. Et quand on voit une prévision de croissance pour la France qui est à 0,9, ça veut dire que le nombre de chômeurs continuera, puisque dans la perspective d'avoir 1,5 ou 2% de croissance pour des créations d'emplois, nous irons toujours vers l'augmentation du nombre de chômeurs. Vous avez évoqué les réformes structurelles. Alors c'est un très beau terme qui englobe beaucoup de choses. Et vous demandez des efforts au pays. Un pays comme la France, vous avez des dépenses publiques à hauteur de 57% du produit intérieur brut. Je ne parle pas des prélèvements obligatoires qui sont arrivés à un niveau excessif. Eh bien, ce sont ces réformes structurelles qui doivent prendre forme. Alors souvent, elles sont impopulaires. C'est pour ça que les gouvernements les prennent pas. Il y a aussi la relance au niveau de l'économie. Il y a des dispositifs qui sont en place, mais qui sont bien insuffisants pour que nos entreprises, nos chefs d'entreprise aient envie d'investir. Simplement, je voulais évoquer avec vous, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, le plan Juncker. Le plan Juncker, pour l'avoir suivi avec mon collègue Didier Marie à la Commission des Affaires
monétaire européenne. C'est un plus qui doit se mettre en œuvre pour essayer d'être un élément moteur pour relancer l'économie. Quand on regarde ce plan Juncker, la mise en œuvre, encore ce matin, il y avait un débat au niveau de la Commission des finances, c'est quelque chose qui est assez complexe. Ce que je retiens de ce plan Juncker, c'est un fonds d'investissement. Il y a ce fonds de garantie qui est mis en place par la Banque européenne d'investissement et bien sûr l'Europe, un fonds de garantie à hauteur de 21 milliards avec un effet de levier pour atteindre les 315 milliards. Si nous les atteignons en 3 ans, ce serait déjà un véritable succès. Ce plan Juncker, quand on regarde avec mon collègue, et la Commission a pris bien sûr une résolution comme un avis politique, sur les entreprises, à travers les banques publiques d'investissement, le réseau bancaire, on voit que la recherche des entreprises qui hésitent peuvent aller vers une recherche un peu plus accrue puisqu'il y a une garantie. Et la recherche au niveau d'une entreprise, c'est souvent un niveau de risque. Et à ce moment-là, je pense que le plan Juncker peut tout à fait entrer en œuvre. Où c'est plus difficile, c'est vis-à-vis des collectivités parce qu'on peut parler des infrastructures. Les infrastructures sont des projets qui sont lourds à mettre en œuvre et on ne peut pas les mettre en œuvre pendant 3 ans. Par contre, je vois un pays comme la France, quand on parle du développement numérique, c'est dans le plan Juncker, c'est le haut débit, et bien là, ce sont les collectivités. Il faut trouver un moyen pour aider les collectivités. La vraie question que je voulais vous poser, mes collègues en ont parlé à l'instant, est-ce que la baisse de l'euro, le rachat des dettes par la BCE, puisqu'on parle de rachat de dettes à hauteur de 60 milliards d'euros par mois, la baisse des taux d'intérêt peuvent être des facteurs qui relancent l'économie au niveau européen? Répondre à ces 3 dernières questions. S'il n'y a pas d'autres questions. OK. Oui, bien sûr. Merci. Alors, un certain nombre de questions ont été posées. Tout d'abord, concernant l'ajustement budgétaire, la trajectoire d'ajustement pour la France. Alors là, je serai très claire. La façon dont ça a été formulé, on avait presque l'impression que la Commission était en train d'imposer des efforts budgétaires supplémentaires. Mais le fait est tout à fait contraire, puisque selon la dernière recommandation du Conseil, la recommandation précédente, on avait demandé à la France d'avoir un déficit qui soit inférieur à 3% du PIB à 2015. Donc, si la Commission n'avait rien fait, l'ancienne recommandation du Conseil s'appliquerait encore et on mesurerait les progrès par rapport à cette ancienne recommandation et on constaterait que ce n'est insuffisant et il y aurait un mécanisme de sanction qui serait ainsi déclenché. Donc, ce que la Commission a fait, bien au contraire, c'est de prendre une autre position et de recommander au Conseil de prolonger le délai pour ramener le déficit en dessous de 3% du PIB. Donc, si bien qu'on a maintenant non pas un effort budgétaire supplémentaire qui est demandé, mais un délai de 2 ans qui a été accordé, un délai supplémentaire accordé à la France pour arriver là où elle aurait dû en être en 2015 déjà. Donc la situation est quand même un peu différente et je disais que pour cette année, selon l'ancienne recommandation du Conseil, on demandait un ajustement de 0,8% du PIB. Alors que ce qu'on dit maintenant, ce n'est c'est que 0,5% du PIB suffiront. Donc ce n'est pas un effort supplémentaire, c'est moins d'ajustement budgétaire qui est demandé. Quant à cette opposition entre austérité et création d'emplois, en fait, ce n'est pas les pays qui ont le déficit le plus élevé qui sont ceux qui ont la plus forte croissance. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne a quasiment un budget à l'équilibre avec un petit excédent.
Et ils sont le moteur économique de l'Europe, beaucoup plus qu'il y a 10 ans de cela, lorsque l'Allemagne était à l'époque confrontée à des difficultés pour amener son déficit budgétaire à moins de 3% du PIB. Et l'Allemagne était alors l'homme malade de l'Europe. Donc, si on appliquait cette logique, l'Allemagne aurait dû être en pleine forme à l'époque, puisque le déficit était supérieur à 3%. Donc, c'est un petit peu plus complexe que cela. Beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte, et j'ai essayé de les évoquer. Par exemple, la confiance des marchés financiers, la confiance des entreprises également. Tout ça joue un rôle, parce que tout cela contribue énormément et beaucoup plus à la croissance. Au lieu d'essayer de régler le problème de l'endettement par la création davantage de dettes. Mais c'est un débat, évidemment, qui peut être sans fin. Et simplement, pour dire cela clairement, on ne demande pas un effort supplémentaire, mais justement, on offre un délai supplémentaire pour faire ce qu'il y a à faire et ce qui a été prévu. Enfin, deuxième question, qui a plus trait au long terme, à savoir un Parlement pour la zone euro. Alors, à cet égard, nous sommes en train de relancer les discussions sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire. Il y a un débat informel au sein du Conseil qui a eu lieu en février. Et 4 présidents travaillent sur un rapport envisageant l'approfondissement de cette union économique et monétaire. Il est tout à fait clair que pour l'instant, on est face à certaines limites de l'architecture existante et qu'il y a encore des voies d'amélioration et que la Commission européenne ne dit pas à l'heure actuelle que la modification des traités sont une priorité et qu'on ne peut rien faire si on ne change pas les traités. Il y a déjà des choses qui peuvent être entreprises dans le cadre des traités actuels et c'est ce que nous sommes en train de faire, d'agir et on se concentre sur ces questions-là. Alors, si on se projette à plus long terme, vous avez soulevé une question tout à fait pertinente. Il est indéniable que l'approfondissement de l'intégration et ce que d'aucuns appellent de leur vœu, à savoir plus de solidarité, de partage des risques et de mutualisation, c'est vrai que si l'on veut cela, il faut se diriger vers davantage de partage de contrôle et de la souveraineté. Ces deux aspects doivent être mis en balance et on est donc face à cette question, quel est le rôle ultime des parlements nationaux en dernière analyse, dans, par exemple, les décisions budgétaires. Et c'est justement ce que vous évoquez, un parlement pour la zone euro. Mais j'imagine que cela ne sera pas simple comme débat, loin de là. Si l'on se présente devant les parlements et que l'on déclare que le rôle sera limité pour les parlements nationaux, j'imagine que cela ne fera pas la joie des parlementaires et moi-même d'ailleurs, j'en serai peut-être plus ou moins heureux. Mais il ne fait aucun doute qu'il faut également réfléchir à l'approfondissement de la zone euro. Et toutes les idées, toutes les contributions en la matière sont les bienvenues. Et on travaille sur le document, justement, qui évoquera des pistes d'avenir en la matière. J'en viens maintenant à la question du plan d'investissement. Ce plan d'investissement, l'idée quelle est-elle? Eh bien, c'est de dégager, de libérer des moyens supplémentaires d'investissement privé pour limiter les investissements publics. Dans le plan Juncker, il y a 21 milliards d'argent public que nous espérons
se voir multiplié par un facteur de 3 grâce à la capacité d'emprunt de la Banque européenne. Et bien entendu, on a identifié des lacunes. Ce n'est pas un manque de liquidité, puisque quand on s'intéresse à la Banque centrale européenne, il y a un programme en place qui prévoit de fournir des prêts, des emprunts à long terme aux banques à des taux d'intérêt tout à fait modestes, sous réserve que les banques prêtent à l'économie réelle. Malheureusement, cela a eu moins de succès qu'espéré. Alors, la quantitative easing, c'est la prochaine étape. Il y a donc des liquidités. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la peur du risque, à la fois des prêteurs et des emprunteurs. C'est pourquoi, avec ce plan, on essaye aussi d'avoir une capacité d'absorption du risque à un premier niveau, donc avec la garantie, pour déclencher un certain nombre de projets qui n'auraient pas lieu, qui ne verraient pas le jour en raison de cette aversion au risque tout à fait importante. Alors, le paquet lui-même et son ampleur, eh bien, il correspond plus ou moins aux lacunes en matière d'investissement entre des tendances stables à long terme qui étaient constatées avant la crise, à savoir à peu près 21% du PIB. On est bien en cela en termes d'investissement. Donc avec ce plan, on essaye de combler ce fossé. L'euro maintenant et les prix du pétrole. Le prix du pétrole a eu un impact positif sur l'économie. J'en ai parlé lors de mes remarques introductives. Et si vous regardez nos prévisions d'hiver par rapport aux prévisions d'automne, c'est un petit peu plus positif. Par exemple, pour la zone euro, 1,6 contre 1,1% de croissance. Et l'un des facteurs contributifs, c'est aussi la baisse des prix du pétrole. Évidemment, l'euro a perdu de sa valeur. Ça peut être un handicap. Et ça fait baisser l'inflation, évidemment. Et le principal facteur de l'inflation négative, cela dit, ce sont les prix du pétrole qui sont à 0,6-0,7% du PIB. Et évidemment, c'est bien en cela, en deçà des objectifs de la BCE au début de sa politique de quantitative easing. Cela dit, ça aide quand même l'économie que le prix du pétrole soit bas, mais ça entraîne aussi une certaine déflation. Et puis la perte de valeur de l'euro, oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui reflète aussi la politique monétaire de la BCE, tout comme on l'a vu avec la Réserve fédérale. Il y a quelques années, l'euro était fort à l'époque et le dollar était plutôt faible. Pas parce que la zone euro se portait bien, elle connaissait une crise à l'époque, mais l'euro était fort parce que la Fed, à l'époque, avait lancé sa politique de quantitative easing et pas la zone euro. Donc l'euro était fort, le dollar était faible. C'est l'opposé maintenant. La Fed a commencé à lever le pied sur la quantitative easing et la BCE a démarré cette politique. Donc on a exactement la situation inverse, c'est-à-dire qu'on a un euro qui s'affaiblit et un dollar qui s'est affermi. Mais ce n'est quand même pas le bas historique qui était à 0,8 $ pour un euro, donc on n'en est pas là. Et nous estimons, bon, évidemment, ça c'est à la tâche de la BCE de le faire, évidemment, mais informellement, on estime que cette politique de quantitative easing a déjà été intégrée dans le taux de change de l'euro. Donc c'est déjà quelque chose qui a eu des conséquences.
Mesdames, Messieurs les sénateurs, je voudrais vous remercier encore une fois pour l'occasion qui m'a été donnée de m'exprimer devant vous et de répondre à vos questions. Et comme je l'ai dit, je suis évidemment prêt et impatient de continuer à travailler, à coopérer avec vous. Monsieur le Premier vice-président, Monsieur le Commissaire, permettez-moi au nom de Charles Guené, au nom de l'ensemble des sénateurs de la Commission des Finances, de la Commission des Affaires européennes, de vous remercier. Saluer par la même occasion la structure architecturale de la Commission Juncker, et le souhait du président Juncker de voir ces commissaires au plus proche des États membres. C'est ce que vous venez de démontrer. Et je voudrais conclure en vous disant que le Sénat a bien pris la mesure des menaces de terrorisme qui planent non seulement sur notre pays, mais sur un certain nombre, je dirais, d'États membres. Et je voudrais vous dire que le 30 mars, très exactement, nous apprêtons à voter une proposition de résolution qui rassemblera, je dirais, un certain nombre de propositions et de mesures législatives avec la Commission des lois. Nous en débattrons le 1er avril, et cette proposition de résolution sera partagée à la fois par nos amis lettons, puisque nous annonçait la venue du président ou de son représentant de la Commission des Affaires européennes letton, nos amis du Danemark, nos amis de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, au travers de Lord Boswell, et puis notre ami allemand Peter Friedrich. Donc c'est un ensemble, je dirais, de corpus plus exactement législatif, pour lutter contre le terrorisme, en souhaitant effectivement que nous puissions annoncer très rapidement la mise en œuvre d'un PNR européen. Tout ça parce qu'on ne peut pas raisonnablement avoir un développement économique dans une conjoncture soumise à des risques de terrorisme forts. Et dans un deuxième temps, dans les quelques mois et années qui suivent, le Sénat souhaite véritablement mettre en œuvre une Union européenne de l'énergie. C'est un projet phare du président Juncker, ainsi que une gouvernance européenne de l'Internet. Tout cela pour, je dirais, conforter un marché unique sur lequel on peut encore faire quelques progrès et quelques, je dirais, marges de croissance supplémentaires. C'est dire, Monsieur le Commissaire, que vous êtes le bienvenu. Nous souhaiterons vous revoir régulièrement dans le cadre des semestres européens, certes, mais bien au-delà, parce que vous y avez un rôle, je dirais, fondamental. Et sachez que le Sénat est très attentif à ce qui se passe à Bruxelles et à l'action qui est la vôtre. Voilà pour cette audition de Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne en charge de l'euro. Vous l'avez vu, il était auditionné la semaine dernière par la Commission des finances du Sénat. Alors Valdis Dombrovskis exhorte la France à faire davantage de réformes structurelles, car selon lui, les réformes actuelles ne vont pas assez loin. En effet, la France vient d'obtenir un délai supplémentaire, un délai de 2 ans, pour ramener son déficit public sous la barre des 3%. Il y a évidemment des contreparties à fournir face à ce petit répit accordé par la Commission européenne. Vous pouvez toujours voir et revoir cette audition et toutes les autres sur notre site publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.